merci beaucoup. Donc, je vous remercie infiniment de cette opportunité que vous me donnez de parler avec en plus un bel espace, parce que si j'ai compris, je vais essayer de ne pas être trop long, mais on a quand même le temps de s'exprimer de façon un peu plus développée que souvent dans des séminaires où on doit compresser en 10 minutes, 20 minutes. Donc c'est vraiment chouette d'avoir la possibilité d'échanger sur un temps un petit peu plus long avec vous. Donc merci à vous comme collectif et puis à Nicolas spécialement de son invitation et de la préparation de ce séminaire. Bon, tu m'as déjà présenté un petit peu, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je suis embêté, c'est dommage, c'est mon PowerPoint. Ah si, il bouge, mais pas sur mon écran. Ah ouais, ça j'avais jamais vu parmi toutes les variétés de surprises que nous réserve l'informatique. Celle-là, je dois dire, j'avais jamais vu. Oui, là c'est fait exprès parce que j'aimerais bien quand même la voir. Si jamais ça serait quand même plus facile. Ah ça y est, ça s'est mis à bouger aussi sur l'écran, donc c'est bien. Ouais, enfin j'ai parlé trop vite parce que non, ça ne rebouge plus. Ah, bon, enfin écoutez, on va se débrouiller, je vais essayer de me débrouiller. Donc voilà, donc effectivement, j'ai une formation de politiste et puis je suis quelqu'un qui a eu un itinéraire un petit peu, pas agité, mais en tout cas fait de pas mal de circulation dans différents milieux, alors pas simplement les pays. J'ai travaillé effectivement à plusieurs reprises en Allemagne, deux séjours longs de 4-5 ans à chaque fois, puis des invitations ponctuelles. Et puis j'ai aussi passé 6 ans en Suisse à l'université de Lausanne. Et dans ces différentes circulations, j'ai eu l'occasion d'être attaché d'être inséré dans des milieux différents, ce qui est sans doute une richesse. D'abord, mon premier attachement de doctorant, c'était au Wissenschaftszentrum à Berlin, chez David Soskis, à l'époque où ils étaient en train de travailler sur les variétés du capitalisme, donc préparer le bouquin Roll Soskis, qui a été un des ouvrages majeurs de comparaison des types, des formes de développement capitaliste, une lecture institutionnaliste, mais un institutionnalisme très particulier, centré sur des variables très individuelles. Et puis, je me suis retrouvé aussi parmi des milieux de sociologues français plus traditionnels, sociologues de l'emploi. Et puis, quand j'ai fini par aboutir à Berlin au milieu des années 90, je me suis retrouvé dans ma discipline d'origine, rattaché à la chaire de politique comparée de l'université de Lausanne de Dietmar Braun, dans un univers, j'ai envie de dire, de Sciences Po assez classique, où on enseignait les méthodes comparatives, un peu comme on les trouve dans les manuels de sciences politiques, c'est-à-dire comment on fait de la comparaison internationale, etc. Donc c'était intéressant, bien sûr, cette circulation internationale est aussi un petit peu interdisciplinaire, mais bon, ça occasionne aussi parfois un peu, je sais pas, des décalages, ou peut-être parfois des difficultés aussi à se positionner, enfin je vous le dis aussi pour les doctorants, peut-être les avantages et parfois les prises de risques qu'on peut rencontrer à être dans la transdisciplinarité, dans l'interdisciplinarité, qui très souvent est valorisée sur le papier dans nos milieux, puis qui en définitive parfois on paye un petit peu l'addition parce que les commissions sont disciplinaires, etc. Donc il y a parfois une ambiguïté sur les passages à l'étranger, c'est aussi parfois un petit peu ambigu. On encourage souvent les jeunes à aller je ne sais où, et puis en réalité ils s'éloignent du bercail pendant tellement longtemps que tout le monde les oublie, et du coup c'est un petit peu, c'est parfois une prise de risque. Voilà, peut-être suffisamment sur moi, mon itinéraire. Je voudrais juste peut-être dire un mot de la façon dont j'ai rencontré la comparaison à travers mon travail de thèse. C'est cette première slide, l'itinéraire d'un comparatiste gâté, puisque j'ai eu la chance de commencer ma thèse au moment où la réunification allemande, au milieu des années 90, donc au moment où la réunification allemande rentrait dans le vif du sujet, c'est-à-dire véritablement les institutions étaient fusionnées, les organisations collectives, les syndicats, les partis politiques ouest-allemands venaient s'implanter partout en Allemagne de l'Est, l'économie est-allemande était privatisée, donc on était vraiment dans la réunification qui était en marche, et ces deux sociétés étaient confrontées à un processus de fusion, d'incorporation l'une à l'autre, qui a duré quand même un certain nombre d'années. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse en 94, puisque après le DEA, j'ai fait le service civil qui m'a amené déjà en Allemagne, mais je n'ai pas commencé la thèse tout de suite. Quand j'ai commencé la thèse en 94,
les gens faisaient des thèses sur ce qu'on appelait à l'époque le transfert institutionnel. C'est-à-dire on regardait au fond comment les institutions ouest-allemandes venaient s'implanter dans les nouveaux Länder, venaient s'implanter à l'Est, comment l'Allemagne de l'Est reproduisait l'école, la santé, la police, la justice, le système des musées, enfin tout y passait, hein, de toute façon, le système démocratique, mais il y avait aussi les services publics, enfin bon, c'était vraiment généralisé. Et en réalité, moi j'ai commencé une thèse comme ça sur le transfert institutionnel, mais assez vite j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'on était dans quelque chose qui me semblait fallacieux, c'est-à-dire on imaginait en réalité qu'on transposait un système absolument stabilisé, le système ouest-allemand, qu'on venait de l'imposer en Allemagne de l'Est. Or, c'était oublié que le système ouest-allemand il était lui-même soumis à des tensions, à des modifications, à des transformations, à des dynamiques, à des différenciations interrégionales, parce qu'il n'y a pas de système ouest-allemand, vous savez que c'est un système fédéral, donc il y a une diversité aussi entre les Länder. Et j'ai en réalité transformé ma thèse en une thèse qui avait deux objets, à la fois un objet diachronique, c'est-à-dire essayer de saisir la transformation de l'Allemagne et de ce système. Alors le système sur lequel je travaillais moi, c'est le système de formation professionnelle, dont on connaît en général assez bien les contours en France, parce que c'est un système qui est assez valorisé, qui favorise beaucoup l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Donc c'est un système qui repose en gros sur la capacité des entreprises privées à accueillir des jeunes en apprentissage. Et ce système, donc, qui est considéré comme le système ouest-allemand, donc l'idée c'était de comparer, enfin de regarder son implantation dans les nouveaux Länder en Allemagne de l'Est. Et donc encore une fois j'ai décidé de ne pas faire ça, mais j'ai au contraire décidé de regarder comment sur la durée, ce système de formation professionnelle ouest-allemand qui avait été inspiré bien sûr, qui était l'héritage d'un système national allemand qui s'était développé à la fin du XIXe siècle et qui avait même des origines historiques plus anciennes, comment ce système il avait évolué dans une certaine direction en Allemagne de l'Ouest pendant les années d'existence de l'Allemagne de l'Ouest toute seule, quoi, hein, comme la forme capitaliste au fond de l'Allemagne entre 45 et 89, et comment ce système il avait évolué aussi de son côté Allemagne socialiste du coup, pendant 45-50 ans pratiquement, et comment en réalité ensuite cette dynamique historique, elle posait la question des retrouvailles au fond d'un héritage qui était un héritage commun, c'est-à-dire celui de la matrice originelle de la formation professionnelle en Allemagne, alors dans un espace institutionnel et géographique et économique et social qui était renouvelé, qui était celui de la réunification avec les chocs économiques qu'elle avait généré cette réunification. Donc en réalité, ce que j'ai fait, c'est de comparer, outre cette dimension diachronique, comme je le disais maintenant, de faire des comparaisons interrégionales, hein, de Länder, c'est-à-dire d'essayer d'oublier un peu cette variable nationale qui avait été très importante, bien sûr, pendant plus de 40 ans, aussi bien dans l'Allemagne de l'Ouest, capitaliste, j'ai envie de dire, que dans l'Allemagne de l'Est, socialiste, si ce n'est communiste, de l'autre côté, pour essayer de regarder après la réunification comment les Länder qui étaient reconstitués dans ces environnements spécifiques venaient se confronter alors avec des héritages qui étaient des héritages en partie communs mais en partie différenciés. Alors voilà, donc ça m'a amené à poser toute une série de questions au fond sur aussi, ça m'a amené à poser toute une série de questions aussi sur le sens de la réunification. Et en ça, bon, je pouvais me confronter au fond avec toute une série d'interprétations qui étaient très importantes à l'époque, et il y en avait notamment deux qui étaient très fortes. La première, c'était celle de Habermas, hein, qui parlait d'une révolution de rattrapage. Donc, on était vraiment dans cette idée que l'Allemagne de l'Est devait finalement se mettre au niveau et rattraper en termes de démocratie, de développement économique, de construction institutionnelle, le retard qu'elle avait accumulé pendant 40 ans ou plus. Et puis une thèse que moi j'ai trouvée personnellement beaucoup plus inspirante, celle de Klaus Hofer, qui parle en réalité de combinatoires spécifiques, hein, dans chacun des contextes, de défis, de problèmes sociaux, de niveau de développement, de niveau de développement économique. Donc, qui était une thèse qui permettait, me semble-t-il, de bien mieux comprendre les formes d'incorporation
entre différents types d'héritage, historique, institutionnel, économique. Alors, si vous voulez, derrière ce travail que j'ai fait pendant ma thèse, il me semble que ça m'a donné l'opportunité de conduire au fond les trois réflexions que je présente juste là. C'est-à-dire la première, c'était quand même de revenir sur ce que c'est que la comparaison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'au fond on fait quand on produit une comparaison de deux systèmes sociaux, de deux nations, de deux villes, de deux instruments d'action publique. La deuxième question à laquelle j'ai essayé de m'affronter, c'était la question de l'intégration de la variable temporelle, qui est très souvent oubliée dans les comparaisons internationales et souvent en sciences sociales, malheureusement. Et puis la troisième, qui est la plus complexe, c'est celle qui consiste à s'interroger sur les contenants pertinents du social. Alors je ne sais pas si c'est bien formulé comme ça, mais c'est l'idée de, au fond, quand on compare deux entités comme ça, comme les deux Allemagnes par exemple, ou des Länder qui sont issus de deux Allemagnes différentes, qui ont eu pendant 40 ans, 50 ans des histoires non seulement différentes, mais aussi de concurrence, d'affrontement, etc. Mais avec en plus l'héritage commun, donc on a ces différentes dimensions. Au fond, qu'est-ce qu'il faut choisir comme entité de comparaison? C'est-à-dire sur quoi on fait porter le regard et comment on construit nos entités de comparaison, comment on les construit. Alors moi la réponse que j'ai donnée de façon relationnelle en fait. C'est-à-dire comment on construit, et c'est un peu la thèse que je voudrais essayer de développer tout au long de ce séminaire avec vous, comment on les construit de façon relationnelle, ou plutôt je dirais aujourd'hui comment on les construit en contexte. C'est-à-dire on ne compare jamais Bordeaux et Toulouse, mais on va comparer ces deux villes dans leur contexte régional, dans leur histoire, dans leur spécificité, dans leur appartenance dans l'appartenance de leurs élites à des réseaux politiques ou que sais-je encore. Donc c'est un peu la thèse que je voudrais développer vis-à-vis de vous, c'est-à-dire il y a toujours l'idée de construire, de choisir, parce qu'à un moment il faut bien arrêter le processus d'interrogation et de réflexion sur l'objet de la construction. Donc il faut stabiliser un objet de la construction sans doute, mais à mon avis ce qui est vraiment important c'est ce travail de situation, de contextualisation de cet objet. Et là, je vous donne pour le cas de ma thèse sur la formation professionnelle, oui, il y a l'Allemagne comme un cadre de destin commun, au fond. Vous savez que pendant les années de la division de l'Allemagne, les deux pays revendiquaient, au fond, l'héritage de l'Allemagne. C'était la vraie Allemagne, elle était soit à l'est, soit à l'ouest, mais il n'y en avait qu'une de vraie en réalité. L'autre, c'était des usurpateurs, c'était des fascistes, disaient les gens de l'Allemagne communiste. L'Allemagne de l'Ouest, c'était le refuge et la poursuite en réalité de l'État nazi. Bon, cette phraséologie s'est un peu épuisée à partir du milieu des années 70, mais ça a quand même duré des décennies. Et puis il y avait toujours ce soupçon qui se maintenait. Et en miroir pratiquement de l'autre côté, donc il y a ce passé commun, il y a les institutions modernes de la RDA, de la RFA, il y a les Länder, et il y a aussi, si on travaille sur les Länder et qu'on est sur la formation professionnelle, la tentation et même la nécessité de travailler sur les marchés du travail et de la formation, sur les entreprises, sur les branches, etc. Donc c'est des combinatoires, et c'est un peu sur ces enjeux, sur cet enjeu de la contextualisation que j'ai été alerté d'une certaine façon dès mon travail de thèse. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans ce séminaire, c'est d'essayer d'argumenter, de développer cette thèse de façon un peu plus méthodique. Alors je voudrais d'abord dans un premier temps revenir sur ce que c'est que la comparaison. J'en ai déjà dit un mot tout de suite, c'est-à-dire la comparaison comme méthode. Comment on peut définir au fond l'acte de comparer dans les sciences sociales, et puis essayer de distinguer les traditions heuristiques de la comparaison, qui sont très contrastées, et puis au-delà de ces traditions heuristiques, j'essaierai de montrer qu'il y a des principes méthodologiques qui sont communs, et puis ce qui me frappe, en tout cas, je ne suis pas le seul, il y a aujourd'hui tout un discours critique, un peu de la naturalisation de la variable nationale, c'est-à-dire très souvent, on va comparer France-Allemagne, États-Unis, Brésil, que sais-je. Donc ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette variable nationale, comment
comment elle s'est naturalisée d'une certaine façon au moment où les sciences sociales comparatives se sont constituées, se sont formalisées dès la fin du XIXe siècle. Vous connaissez ça mieux que moi au centre Émile Durkheim, puisque Durkheim est lui-même un des acteurs majeurs de cette affaire-là. Ensuite, je voudrais revenir sur la question des défis de l'action publique aujourd'hui. Tu l'as dit un petit peu, Nicolas, c'est-à-dire, pareil, je vais essayer de donner une définition de comment moi je comprends l'action publique, puis je vais m'appuyer beaucoup sur les travaux de Patrice Durand et sur ce qu'il appelle les débordements de l'action publique, pour essayer de comprendre justement, toujours dans cette idée de repérer les bons cadres, qu'est-ce qu'on compare, comment on construit nos objets de la comparaison. Et je vais essayer de vous présenter donc la méthode sur laquelle je travaille en ce moment, qui s'appelle la comparaison en contexte, dont j'ai déjà dit un mot, et puis essayer, le cas échéant, s'il me reste suffisamment de temps, de appliquer cette méthode comparée, enfin, ou de montrer un cas d'application autour des systèmes d'aide et de soins à domicile des personnes âgées dépendantes dans 2 pays européens relativement voisins, enfin, l'Écosse et l'Allemagne, avec le cas de Hambourg et d'Édimbourg. Donc ça fait un gros programme, je vais essayer de ne pas être trop long, pour qu'on ait un temps de discussion. Alors je vais commencer tout simplement avec les choses les plus simples, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour moi que la comparaison, et je vous donne là des définitions qui sont assez simples. Donc la première définition qu'on retrouve partout, me semble-t-il, dans les manuels de comparaison, qu'est-ce que c'est que comparer? C'est identifier des similarités et des différences. On peut le faire avec des objets de la vie usuelle, on peut le faire avec des personnes, on peut le faire avec des tas de choses. Mais évidemment, en sciences sociales, et là je reprends la thèse de Passeron, dans son article dans l'espace non popérien des sciences sociales, ou de la réflexion, je ne me souviens plus exactement, enfin, dans son recueil de bouquins, de textes méthodologiques, qui est pour moi un bouquin très important. Il y a un article qui est consacré à la comparaison, dans lequel il compare la tradition historique et la tradition sociologique. Donc Passeron nous dit, effectivement, quand on compare l'Allemagne et la France, on compare 2 individualités historiques. L'Allemagne et la France, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment des choses très différentes. Et pourtant, on peut les comparer parce qu'on a affaire là à des nations. Donc ces nations, on peut les ramener à des universaux, ce que Passeron appelle des universaux. C'est la même chose quand on compare 2 systèmes démocratiques. Si on compare la démocratie russe et la démocratie allemande, on a affaire à des démocraties, donc on a une référence à une catégorie universelle, abstraite, mais en même temps, on a ces singularités historiques que sont la démocratie allemande et la démocratie russe. Donc on a toujours dans la comparaison, au fond, cette tension entre des formes historiques, encore une fois, et des catégories génériques, des catégories universelles, ce qu'il appelle les universaux. Donc c'est pas simplement identifier des similarités et des différences, c'est le faire en relation avec des universaux. Il me semble que c'est quand même quelque chose d'important qui, pour le coup, n'est pas toujours précisé dans les manuels de comparaison. Et la deuxième chose qui est souvent aussi négligée, en tout cas qui est souvent pas dite plus exactement, et qui pour moi est une chose très importante, c'est la comparaison, toujours une opération de réduction de la complexité. C'est presque pas possible de comparer la démocratie russe et la démocratie allemande. On est obligé de réduire cette complexité. Comment on va aborder cet énorme fatras ou cet énorme amoncellement de faits sociaux, d'éléments de connaissance qui se rattachent à ce que c'est que la démocratie russe et ce que c'est que la démocratie allemande, par exemple. Donc on est obligé de procéder à ce travail de réduction de la complexité pour la rendre intelligible, communiquer autour de ces choses, pour monter en généralité, construire des théories, se disputer autour de ça, etc. Alors, juste, et là c'est plutôt des travaux à la fois de Charles Reagan, mais aussi de Jean Leca qui m'inspirent dans cette typologie, alors qui est un petit peu réductrice, mais qui permet de bien, me semble-t-il, résumer les 2 projets heuristiques dominants autour de la comparaison en sciences sociales, c'est-à-dire il y a cette tradition plus sociologique, plus durkheimienne, j'ai marqué pour le coup référence clé, c'est Durkheim, c'est l'idée de trouver les régularités, les lois, c'est la tradition explicative des sciences sociales, la méthode privilégiée, le quantitatif, beaucoup de cas, peu de variables, parce que sinon on ne maîtrise plus la complexité,
Donc la stratégie de réduction de la complexité, c'est ce que les économistes appellent l'effet stylisé, mais en tout cas c'est travailler sur des mécanismes qui peuvent être mis en série, autour du travail statistique souvent. Alors ça c'est une tradition comparative qui est très forte pour découvrir et tester des causalités. On voit, tiens, tout d'un coup on a notre indice de corrélation qui explose quand on met, je sais pas moi, le niveau de taux d'adhésion au syndicat dans les pays avec le taux de chômage. Ça varie ensemble. Ça varie ensemble, oui, ça varie ensemble, ça varie en U, donc c'est très compliqué d'arriver à comprendre comment ça peut varier en U comme ça. Mais en tout cas, il y a, de façon indéniable, où il y avait dans les années 90 une corrélation très forte. Donc là, on a les statistiques, les données nous apprennent quelque chose. À nous de faire sens de ces mécanismes, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut lier le taux d'adhésion au syndicat et le taux de chômage dans une économie capitaliste. Bon. Et puis il y a l'autre tradition qui est cette tradition historique, alors ça reprend aussi un peu la thèse de Passeron quand même. C'est-à-dire que là on est dans l'idée de comprendre, de faire une description singularisante, porteuse de sens, d'un petit nombre de cas. On ne va pas comparer les 25 ou les 30 aujourd'hui pays de l'OCDE comme on le fait dans la tradition plutôt quantitative, j'ai envie de dire. Donc là, on va travailler de façon approfondie sur 2-3 cas qu'on va analyser en profondeur pour comprendre la logique interne de la formation professionnelle dans le contexte allemand, de la formation dans le contexte français ou du système de santé ou peu importe. Donc on travaille encore une fois de façon approfondie sur beaucoup de variables pour le coup. Et on est sur un petit nombre de cas, et c'est d'ailleurs la façon qu'on a de réduire la complexité. C'est de travailler sur un petit nombre de cas dont on peut espérer, à propos desquels on peut espérer dire pas trop de bêtises, puisqu'on peut arriver à en avoir une bonne connaissance assez fine, quoi. Alors que ça devient très compliqué de parler comme il faut du système de formation professionnelle dans 30 pays. Et quand vous écoutez des gens qui travaillent sur de la comparaison un peu statistique, et qui vous disent, oh là là, mais alors c'est vrai que là on a un cas déviant, c'est la Pologne, qui dépense beaucoup en termes d'éducation par exemple, mais qui a de très mauvais résultats, ou ça c'est plutôt la France en réalité. Si vous prenez PISA, vous connaissez ces enquêtes PISA qui sont très célèbres, et qui testent des tas de choses sur qu'est-ce qu'on dépense dans la formation, enfin pas dans la formation, dans les systèmes éducatifs, qu'est-ce que ça crée comme égalité, comme inégalité, comme performance. Bon, on teste des tonnes de choses. Et alors la France est un pays très compliqué à analyser dans ce cadre-là, parce qu'en France ça coûte très cher l'éducation, il y en a des performances, des résultats en termes éducatifs qui ne sont pas très bonnes, ou en tout cas surtout qui ont un défaut principal, c'est de générer beaucoup d'inégalités. Donc, et les gens vous disent toujours, oui c'est vrai, on a un problème avec ce cas, on en a deux avec ce cas, mais il faudrait qu'on aille regarder, mais on n'est jamais sûr, on n'a jamais le temps d'aller regarder, parce qu'on ne veut pas tout simplement connaître les 30 pays de l'OCDE. Bon. Quand il s'agit de la France, c'est un peu moins vrai, parce que souvent quand même on s'y intéresse un petit peu. Donc voilà ces deux traditions. Alors, oui, j'ai essayé de dire un peu performant pour, peu efficace pour. Effectivement, la tradition plus historique, celle qui s'attache à travailler de façon approfondie sur un petit nombre de cas, c'est une tradition qui n'est pas très performante pour monter en généralité. Parce que c'est compliqué, à partir d'une comparaison sur deux pays, de venir dire que ça vaut de la peine de dépenser beaucoup d'argent dans l'éducation. Si on a choisi la France et un pays qui dépense beaucoup moins, la conclusion, ça risque d'être une conclusion assez malheureuse, que ce serait à dire oui, ça vaut vraiment pas la peine de mettre de l'argent dans l'éducation, parce que regardez, les performances sont pas bonnes. Donc du coup, non, mais là c'est pas un très bon exemple que je choisis, mais en tout cas voilà, il y a l'idée que on a du mal à s'inscrire et à monter en généralité, et à pouvoir produire une preuve, j'ai envie de dire. C'est toujours le problème de la production des preuves en sciences sociales, qui est de toute façon quelque chose de compliqué, mais là, effectivement, quand on n'a que deux cas, on a parfois un peu de difficulté à affirmer une loi sociologique ou un mécanisme qui pourrait se vérifier dans d'autres cas. Alors, il me semble qu'au-delà de ces différences dans les traditions heuristiques autour de la comparaison, il y a quand même une série d'opérations de recherche qu'on fait
systématiquement dans les sciences sociales quand on produit une comparaison. Et il me semble que ça marche autour dans ces deux traditions. La première de ces opérations, c'est quand même de procurer des informations sur le cas. Principe d'information, il faut documenter le cas, que ce soit de façon statistique autour d'indicateurs mis à disposition par l'OCDE, ou que ce soit nous-mêmes par des recherches qualitatives, des entretiens, que sais-je, du relevé de données direct. La deuxième opération, c'est celle de la complexité. Donc il faut maîtriser cette complexité, donc c'est ce principe de réduction. La troisième opération, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire se confronter à des universaux. C'est ce principe d'abstraction. On est confronté à des catégories qui dépassent celles strictement sur lesquelles on travaille, et qui nous imposent de monter en généralité. Et puis la quatrième opération qu'on essaye de faire quand on fait de la comparaison, c'est de produire des explications d'une certaine façon, des explications en tout cas de la compréhension. C'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser ce terme d'élucidation, c'est-à-dire d'essayer d'être conclusif d'une certaine façon sur les éléments qu'on met en relation, qu'on compare. Donc on n'est pas toujours dans le registre de l'explication, mais parfois aussi de la compréhension simplement. Et ce qui m'a frappé à regarder la façon dont nos traditions comparatives se sont mises en œuvre en sciences sociales, c'est que ces quatre principes, autour d'une première dimension qui serait une dimension plutôt descriptive, une deuxième dimension qui est une dimension plutôt analytique, ces quatre principes, ils sont dans la plupart des travaux, dans la plupart des cas, attachés au cadre national. Donc, quand vous regardez la plupart des comparaisons internationales, elles sont précisément internationales, c'est déjà dans le titre, hein, elles sont des comparaisons entre les pays européens, entre les pays du monde, entre les pays de l'OCDE. Bon. Donc on retombe beaucoup sur la nation comme cas empirique clé, hein, qui vient écraser absolument toutes les autres réalités, tous les autres cadres qui pourraient servir pour autant de cadre de comparaison. Alors, bien sûr, ça n'épuise pas toute la réalité des travaux comparatifs, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de très écrasant jusqu'à présent autour de l'importance de la réelle nationale. Et puis de l'autre côté, et là ça ramène à la tradition ou au poids du nationalisme méthodologique, il me semble qu'on est encore dans des univers où la construction théorique, la construction des catégories d'entendement, des catégories d'analyse dans les sciences sociales, elle a été beaucoup ancrée dans des univers nationaux. Ça a été beaucoup le cas en sociologie, qui est une discipline plus ancienne. C'est peut-être moins le cas en sciences politiques, qui est une discipline qui s'est développée peut-être à un moment de l'histoire du développement des sciences sociales où l'internationalisation, où la communication entre les espaces nationaux était déjà plus avancée. Et d'ailleurs, ce qui était un problème souvent, ce qui a été aussi un problème dans les relations entre ces disciplines, c'est peut-être pas ici qu'il faut rappeler ce genre de tension qu'il y a eu à un moment dans les relations entre la sociologie et la science politique, où les politologues, les politistes, les politologues étaient souvent accusés d'avoir des références qui étaient trop anglo-saxonnes, trop américaines, etc. Donc d'appartenir à une sphère de référence qui était très, très internationale, alors qu'au fond la sociologie était une discipline qui peut-être était plus ancrée dans un espace national. Et on voit bien aujourd'hui avec l'européanisation de l'espace des sciences sociales, avec la multiplication des échanges, avec le rôle de plus en plus croissant des revues anglo-saxonnes, de la publication en anglais, que dans toutes les disciplines des sciences sociales, ce phénomène d'internationalisation et de dénationalisation, j'ai envie de dire, des traditions sociologiques est en train d'avancer dans toutes les disciplines. Alors je ne fais pas du tout d'ailleurs l'apologie de cette affaire-là, parce que je pense qu'il y avait plein de vertus au fait qu'il y ait des traditions nationales différentes, parce que ça permettait aussi des débats, et ça permettait du point de vue conceptuel sans doute une diversité théorique, de richesse d'analyse, de cas d'analyse qui était très importante, et sans doute un des défauts et un des risques du passage par l'anglais, c'est une espèce de construction d'un espace comme ça qui intègre et qui peut-être
finira par nuire à l'originalité du développement théorique. En tout cas, pour revenir à mon argument, il me semble que cet espace national était aussi beaucoup un espace, au cadre de référence de la comparaison, il me semble que cet espace national était beaucoup un espace, encore une fois, de construction de l'appareil théorique et d'analyse. Donc voilà, il me semble que c'est la première conclusion à laquelle je voulais aboutir à la fin de la première partie de l'intervention, c'est-à-dire de faire ce constat un peu, l'idée de sciences sociales qui ont développé la comparaison en étant très centrée et dans un rapport très naturalisé à la variable nationale. Et d'ailleurs, quand on regarde souvent les textes en sciences sociales, très souvent, de façon tout à fait spontanée, et on le fait tous, on assimile la société en réalité à l'espace national. Et on lui pose des frontières qui sont encore très, très souvent nationales, et très naturellement, on vient inscrire les uns et les autres, et je le fais aussi, d'ailleurs à table on a parlé des projets ANR ou autres dans lesquels on est investi. Voilà, moi j'ai 2 projets ANR en ce moment, un de comparaison France-Allemagne sur les relations entre normes du genre et normes du travail, puis un autre sur transformation des normes d'emploi, France, Brésil, États-Unis. Donc je suis le premier à le faire, encore à continuer à travailler sur les espaces nationaux. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui me semble-t-il est à questionner. Il y a un deuxième élément et qui a, à mon avis, une importance très grande, à la fois en sociologie, mais aussi dans le domaine dans lequel je suis peut-être le plus ancré, c'est-à-dire l'analyse de l'action publique. Et on a absolument l'idée qu'on est encore dans des univers, si on accepte qu'il y a une autonomie, qu'il y a différents espaces dans lesquels il y a des dynamiques sociales, s'inscrivent les dynamiques sociales, les dynamiques politiques, qui peuvent être le local, la commune, la région, c'est très vrai bien sûr pour les fédérations. On a quand même très souvent l'idée, implicite ou explicite, qu'au sommet de cette hiérarchie, au sommet de cette série, plus exactement, d'espaces sociaux qui peuvent faire l'objet de comparaisons et dans lesquels il y a des dynamiques sociales et politiques, il y en a un qui est surdéterminant par rapport aux autres, c'est quand même l'espace national. Donc il y a l'idée, parfois implicite, d'une hiérarchie scalaire qui vient placer en son centre, ou en son sommet, pardon, la nation. Bon, il y a beaucoup de travaux sur l'européanisation des sociétés européennes qui aujourd'hui s'affrontent très directement avec cette question. Sans doute vous connaissez ces travaux. Donc l'idée qu'on est dans un système westphalien, j'ai envie de dire, où les États se sont mis d'accord au fond entre eux d'arrêter d'intervenir les uns dans les affaires des autres. C'est en gros ça le traité de Westphalie, c'est-à-dire c'est un principe qui nous semble absolument une évidence, mais qui à l'époque où ce traité a été conclu entre les puissances européennes, c'était une vraie innovation, d'arrêter de penser que la France pouvait aller régler des affaires de succession dans une province espagnole et que l'Espagne pouvait faire la même chose en Italie du Sud ou que sais-je. Donc voilà, donc on est encore dans un univers qui est, en tout cas mentalement, et peut-être nous, dans notre façon sociologue, politiste, de travailler nos recherches comparatives, on est quand même dans cet univers-là, encore une fois, avec cette hiérarchie qui est très claire. Et puis donc le troisième point, l'inscription des approches théoriques aussi dans des espaces nationaux. Alors, je voudrais avancer un petit peu en essayant de dire pourquoi je pense que aujourd'hui, si on regarde un peu comment évolue l'action publique et comment se transforme, quelles sont les grandes caractéristiques, quels sont les défis au fond que l'action publique dans ses développements vient nous poser à nous comme analystes, comparatifs ou non comparatistes, de l'action publique. Il me semble qu'il faut qu'on prenne absolument au sérieux cette question de la pluriscalarité de l'action publique. Alors je vous donne juste cette grille de lecture-là, qui est la définition que moi j'essaye de travailler en ce moment de l'action publique, qui pourrait être mise en débat, bien sûr, voilà, parce que c'est tout à fait contestable, bien sûr, mais on le retrouvera un peu au cours, dans le reste de la présentation. Donc l'idée, au fond, que l'action publique, c'est
tension entre ces deux activités qui sont marquées ici, c'est-à-dire la construction des problèmes publics d'un côté, c'est-à-dire tout l'aspect définitionnel au fond. Qu'est-ce que la société veut, qu'est-ce que c'est son agenda, qu'est-ce que c'est le problème autour de l'environnement ou autour de la sécurité. Donc ça peut renvoyer à ce que Fritz Scharpf avait énoncé dans un texte quand il avait travaillé sur l'agenda pour la démocratisation de l'Europe à la fin des années 90. Il appelait ça l'input democracy, c'est-à-dire tout ce qu'on met derrière, qu'est-ce qui rentre au fond dans le système démocratique, qui est porteur des projets, qui médiatise, diffuse ces projets, comment ils sont sélectionnés, ces projets que la société se donne à elle-même, quelles sont les grammaires aussi qu'il y a derrière cette construction des problèmes publics. Et puis de l'autre côté, alors j'ai pas trouvé d'autres meilleurs termes que l'idée du traitement des problèmes publics. Évidemment, c'est pas un bon terme parce qu'il y a des tas de problèmes publics qui ne sont pas traités, qui sont formulés dans la société, mais que la société décide de ne pas traiter, ou en tout cas que les systèmes d'action publique ne prennent pas en compte. Donc bon, ça marche pas bien, mais si vous avez des suggestions, je suis preneur. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la tension, me semble-t-il, entre ces deux activités, à la fois qu'est-ce qu'on veut, et puis comment on fait pour réaliser ces objectifs-là, si jamais on est d'accord qu'on veut les réaliser. Alors c'est important parce que ce n'est pas les mêmes espaces politiques et sociaux, ce n'est pas les mêmes institutions, ou partiellement seulement, ce n'est pas les mêmes réseaux d'acteurs, mais en même temps, il y a plein de liens entre ces institutions, ces espaces sociaux, ces espaces de débat. Ce n'est pas les mêmes espaces de débat quand il s'agit de savoir qu'est-ce que ce sera le système de santé de la France dans 30 ans, et puis quand on vient de voter une loi sur la santé et qu'il faut la mettre en œuvre, évidemment, ce n'est pas les mêmes acteurs, ça ne se passe pas dans les mêmes journaux, dans les mêmes arènes, etc. Bon, enfin voilà. Donc ça c'est une définition qui est bien large, mais en tout cas que je propose. Alors, je pars pour essayer de caractériser les défis de l'action publique et de comprendre qu'est-ce que ces défis viennent nous poser à nous, comparatistes. Je pars des trois débordements de l'action publique par Patrice Durand dans son bouquin Penser l'action publique, oui. Que j'aime beaucoup ce livre. Alors voilà, je vais les citer les uns après les autres, j'espère que ça ne va pas être trop fastidieux, je vois que je prends déjà beaucoup de temps, mais Nicolas, tu me contrôles si jamais. Donc premier problème, l'existence de problèmes dont la solution dépasse le cadre d'une organisation. Bon, c'est la question de la mise en lien entre le périmètre des défis sociaux, des problèmes publics précisément, tels qu'ils se formulent aujourd'hui de façon de plus en plus souvent au-delà des secteurs d'action publique, des domaines tels qu'ils sont constitués. On critique beaucoup nos gouvernements pour l'incohérence gouvernementale. C'est le cas en France, on a l'impression qu'on est les seuls à faire ça, mais c'est le cas dans beaucoup de démocraties aujourd'hui. Cette question de l'intersectoriel, du boundary spanning, c'est cette question de, au fond, à qui revient aujourd'hui dans des sociétés complexes, différenciées comme les nôtres, la question de la toxicomanie par exemple. Qu'est-ce que c'est que le problème de la toxicomanie? Un problème de santé publique, un problème de criminalité nationale, réseau organisé, comment, par quel bout de petite délinquance de quartier, qui s'occupe et qui dit la vérité sur la toxicomanie, enfin la vérité. En tout cas, qui doit définir le problème public et qui doit s'adresser à cette affaire-là. Voilà, on voit bien qu'on a des espaces sociaux qui s'éclatent autour d'une question comme celle-ci, mais il y en a bien d'autres. Et puis si on est un peu loumanien, qu'on croit que les systèmes sociaux, au contraire, sont en train de se clore toujours plus, et qu'on croit en cette thèse aussi durkheimienne, puisqu'on est au centre Émile Durkheim, de la division du travail social, et qu'on pousse jusqu'au bout cette théorie-là, on est très mal embouché dans nos sociétés très différenciées. D'ailleurs, Habermas disait ça déjà dans les années 70, en disant, dans des raisons et légitimité, plus l'État se mêle de tout, plus il se différencie lui-même, plus il se spécialise dans sa fonction à la fois de formulation des problèmes, mais aussi son corollaire pour conserver son capital de légitimité. Il y a un moment, il faut traiter les problèmes publics que l'État contribue lui-même à formuler, et moins il y arrive. Et on voit bien dans nos sociétés qu'on en est vraiment aujourd'hui à
à ce stade-là, et Habermas en 73 avait déjà vu quand même relativement juste, et Luhmann qui continue dans cette... Bon. Alors du coup, ça c'est quand même un grand problème, un grand défi de l'action publique, me semble-t-il. Je suis d'accord avec Patrice Durand. Alors lui, du coup, ça c'est un peu la dimension horizontale d'une certaine façon, c'est-à-dire la toxicomanie, santé, justice, police, développement social des quartiers. Ça fait beaucoup de domaines horizontaux, mais bien évidemment, c'est aussi la question verticale qui se pose. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les régions? Est-ce que c'est au niveau des quartiers que ça se règle le problème de la toxicomanie? Bien sûr que non, mais bon. Donc là, c'est la problématique du millefeuille. Bon, vous connaissez les théories de la multilevel governance avec des gens qui ont des visions, je commence à accélérer un petit peu, très positives, très peu pessimistes, et d'autres qui sont très optimistes sur le fait que précisément on ait cette pluralité de lieux d'intervention, de cadres d'intervention de l'action publique. Est-ce qu'au fond, les insuffisances de l'État-nation peuvent être compensées par ce que fera bien la région ou le land ou le state américain, ou est-ce que c'est le contraire, parce qu'en réalité, il y a trop d'interventions publiques, elles sont contradictoires, tout ça c'est de la perte d'argent. Vous connaissez la problématique du millefeuille, on veut simplifier, on veut supprimer un étage, etc. Donc on s'inscrit dans cet affrontement de la complexité et au fond de la mise en relation entre le périmètre de la construction des problèmes et celui de leur traitement, me semble-t-il. Alors après, les limites aux méthodes traditionnelles des débats pour la résolution des conflits, dit Patrice Durand. Alors moi je reformule un petit peu, c'est un peu l'idée qu'on risque pratiquement, alors cette fois-ci contre Habermas et son interprétation très optimiste de la délibération, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans des sociétés démocratiques très avancées dans lesquelles on est capable de définir ensemble notre bien commun. Patrice Durand, mais aussi Yanis Papadopoulos, dans son dernier bouquin sur les transformations de l'action publique, nous disent tout à fait l'inverse. Ils nous disent non, on est dans des sociétés dans lesquelles on est incapable, en réalité, de résoudre nos conflits. On n'est plus capable de définir le bien commun. Alors pour des raisons qui sont assez similaires pour l'un et pour l'autre, Patrice Durand, lui, remarque qu'il y a une espèce d'exacerbation je ne sais pas si on dit violentisation, enfin de tournant, de montée de la violence dans les discours publics. Hein. Et c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui l'actualité en France ou aux États-Unis, ça fait bien une quinzaine d'années que c'est comme ça, on voit bien qu'on n'est plus dans des discours où les gens délibèrent, où s'adressent des choses, mais on voit bien qu'il y a une espèce de montée des invectives sur les débats, sur les plateaux de télévision, à l'Assemblée nationale, dans les lieux de débat politique. On voit bien qu'on est dans une espèce de dégradation très forte et très rapide des débats politiques, et puis aussi une espèce de focalisation de ces débats politiques sur des enjeux de société. Donc ce qui crée vraiment maintenant problème, et là où cette violence s'exprime beaucoup, c'est sur le mariage gay, c'est sur l'adoption par les couples homosexuels, c'est sur la sécurité ou l'insécurité. Vous voyez en ce moment, ces jours-ci, laxiste, pas laxiste. Bon, les journaux en sont pleins, et ça occupe pratiquement tout le discours public, hein, d'une certaine façon. Et on voit qu'au contraire, il y a toute une série d'autres enjeux, qui sont les enjeux socio-économiques, qui sont pratiquement absents des discours publics, qui sont des enjeux sur les choix qui sont aussi des enjeux de société, au fond, sur quel type de développement capitaliste on veut, quelle voie vers la résolution de la crise économique on veut adopter. On voit bien qu'en réalité, les grandes forces politiques, mais c'est le cas en France, mais c'est le cas aussi dans les autres pays européens ou du monde capitaliste, ne formulent pas ces enjeux-là. Alors, il y a des partis extrémistes qui les formulent, mais c'est des partis qui sont précisément des partis qui sont eux-mêmes pas classés comme des partis de gouvernement. Hein. Donc il y a une espèce de division de l'espace politique, entre un espace politique dans lequel tout le monde participe, mais en réalité pour s'invectiver sur des questions de société, dans lesquelles on ne parle jamais du fond des choses non plus, d'une certaine façon. Et puis de l'autre côté, il y a un autre espace politique qui, lui, est complètement protégé autour des options socio-économiques fondamentales, dans lesquelles les partis de gouvernement qui ont la main sur les politiques publiques ne débattent pas.
Et les débats sont simplement alimentés par des partis qui ne sont pas des partis qui exercent le pouvoir. Donc il y a une espèce de dissociation des espaces de débat démocratique, et ça crée un problème d'articulation, me semble-t-il, entre les échelles d'action publique, quoi, entre les arènes de pouvoir dans les sociétés dans lesquelles on est, nous, notamment quand on est européen, parce qu'on est aussi français, mais on est aussi membre de l'Union européenne. Donc on est effectivement dans un espace démocratique double, en tout cas, entre l'Union européenne et l'espace national, et les enjeux ne circulent pas d'un espace à l'autre. Il y a des choses qui descendent, alors, et l'Union européenne est très efficace, les gens qui travaillent sur le genre, qui travaillent sur la lutte contre les discriminations, sont très heureux souvent que l'Union européenne existe, parce que de l'Union européenne nous descendent des directives qui sont très progressistes sur le plan de l'égalité entre les sexes, des tas de choses qui sont, voilà, dont on peut se réjouir, me semble-t-il. Mais en revanche, il y a au contraire, dans cet espace européen, toute une série d'enjeux qui sont du coup mis à l'écart, et dont on ne peut pas traiter. Donc voilà, ça fait une distorsion dans l'espace démocratique qui me semble importante. Après, il y a ce que Patrice Durand appelle des turbulences croissantes et ce qu'il appelle le cadre d'interdépendance élargie. Alors on pourrait dire que c'est un peu la reformulation des deux premiers débordements. Moi, il me semble que là, il fait plutôt, c'est parfois un peu sibyllin, là, les parties de son texte, mais moi, il me semble qu'il fait surtout appel là à la dimension et à la dynamique de la globalisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un univers aujourd'hui où les interdépendances sont très nombreuses, elles sont multilatérales et elles sont très difficiles à maîtriser pour les espaces politiques et démocratiques. Donc, bon, je pourrais m'appuyer sur un sociologue allemand que j'aime bien, Uwe Schiemann, qui a essayé de donner un contenu à la globalisation en isolant des mécanismes sociaux assez précis. Donc je ne rentre peut-être pas dans ce détail, mais je trouve que ce n'est pas forcément très spécifique. Mais voilà, en tout cas, il me semble que l'idée majeure, c'est quand même celle de la déconnexion justement entre des arènes de débat, des arènes de décision politique et des arènes d'action, c'est-à-dire de capacité à avoir une action efficace sur les problèmes qui se posent dans nos sociétés. Et puis, il y a un quatrième enjeu qui, moi, me semble un enjeu transversal, qui est aussi, pour moi, un débordement dans l'action publique très important, qui est la question de l'autonomisation des acteurs dans le contexte de l'action publique. Je pense que là, il s'agit vraiment de s'intéresser aux individus. Il me semble qu'aujourd'hui, les individus construisent leurs identités, leurs appartenances de façon beaucoup plus autonome que c'était le cas autrefois. Donc les États-nations ont beaucoup perdu leur capacité de socialisation des acteurs sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se construisent, encore une fois, des identités, se construisent comme sujets sociaux dans des espaces qui sont des espaces contrastés, et qui sont, le cas échéant, des espaces transnationaux, des espaces internationaux. Et je pense que ça vient poser des questions. Alors c'est le cas pour les entreprises. C'est aujourd'hui très compliqué de savoir ce que c'est qu'une entreprise française, ou ce que c'est qu'une banque française, je ne sais pas. Mais c'est la même chose pour les individus, donc, qui peuvent se sentir pris entre des cultures, entre des allégeances, entre des appartenances, encore une fois, qui sont multiples. Et ça pose un problème très important dans les systèmes d'action publique. C'est bien sûr celui de la prévisibilité. On peut simplement redescendre à un niveau aussi simple que ça, presque en termes de théorie des choix rationnels. C'est un peu les coûts de transaction qui sont en train d'exploser dans nos sociétés, parce que autrefois, il me semble, alors c'est toujours un peu la caricature du c'était le bon temps autrefois, mais je pense qu'il y a peut-être 30 ans quand même, quand on savait bien comment les circulations s'organisaient entre le sommet de l'État et le sommet des grandes banques ou des grandes entreprises françaises, c'était très facile de décrocher son téléphone depuis un ministère et de dire au patron de la BNP ou de Renault, écoute, tu vas m'ouvrir une usine là, parce que moi j'ai envie de développer la région Intel. D'ailleurs, il suffit de repenser au schéma de développement de
de la France et à la façon dont le plan a construit, par exemple, le développement de la région de Marseille autour de l'implantation de fosses, puis la pétrochimie, puis, on avait l'impression que depuis Paris pouvait comme ça, se télécommander des investissements publics, privés, et que tout ça faisait bon. Évidemment, ça ne marche plus comme ça, et cette multiplicité des allégeances et cette autonomisation des acteurs crée des distorsions et des incapacités pour les différents acteurs à avoir une prévisibilité, tout simplement, sur le comportement les uns des autres et les uns vis-à-vis des autres. Voilà, donc il me semble que ces 4 débordements montrent bien qu'on est confronté aujourd'hui à toute une série de transformations dans l'action publique, donc qui démontrent la pluririscalarité de l'action publique. C'est-à-dire on voit bien comment les acteurs sont inscrits, les problèmes publics, les collectifs sont inscrits à l'articulation en tension entre différentes échelles d'action publique, différents espaces d'interaction, des espaces sociaux d'interaction, que ce soit dans une dimension horizontale, dans une dimension verticale. Et je pense que cette complexité, alors on l'aperçoit bien dans l'aspect vertical que je pointe ici, parce qu'on voit bien aujourd'hui comment, dans un pays comme la France notamment, qui a quand même la marche vers la décentralisation a quand même beaucoup avancé, des régions qui sont quand même très autonomes, qui ont des budgets, on le voit aussi, moi les peu d'études que j'ai fait sur la France, sur les politiques sociales, on voit que les départements ont la main sur des budgets sociaux, par exemple sur l'aide et les soins à domicile, et que ça fait une vraie différence. Aujourd'hui, il peut y avoir une vraie politique autonome de la dépendance en France. Tout ne se décide pas depuis Paris. Et puis la dimension supranationale, c'est juste un exemple, hein, bien sûr. Et la dimension supranationale, c'est la même chose, je pense que de façon assez évidente. On voit bien aujourd'hui comment des injonctions, des débats, des représentations circulent d'un espace à l'autre, et puis aussi comment des relations de pouvoir se nouent entre ces espaces supranationaux, qu'il s'agisse de globalisation, de régionalisation, comme dans le cadre de la construction européenne, ou autre. Donc c'est un peu dans ce contexte-là, des débordements de l'action publique que moi j'adresse cette proposition autour de la comparaison en contexte, c'est-à-dire de l'idée de travailler non seulement sur sur des objets comparatifs, bien sûr, c'est-à-dire sur l'idée de comparer 2 systèmes d'action publique, le cas échéant d'une nation à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, mais d'insister presque autant, en tout cas, sur le travail de contextualisation de ces objets de recherche, que ce soit dans un espace national ou que ce soit dans un espace régional, quand il s'agit de l'influence de l'Union européenne, ou le cas échéant dans des espaces économiques, parce qu'effectivement, en fonction des spécialités ou des objets, il y a d'autres types d'appartenance à des réseaux de pouvoir ou à des logiques qui sont pertinentes. Et je pense, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans le point suivant avec un cas, mais enfin, il faut voir si je prends le temps de le faire, on a quand même un petit temps de discussion. En gros, il me semble que ça permet de travailler sur, et de décomposer la comparaison autour de 3 opérations principales. C'est la comparaison des objets, la comparaison des contextes, et puis la comparaison des logiques d'insertion des objets dans leur contexte, en réalité, et de la mise en relation précisément de ces objets dans leur contexte. Voilà, bon, ça je l'ai dit un petit peu. Je me lance quand même dans l'exemplification
Oui, bah, je prends 10 minutes, un quart d'heure. Je prends 10 minutes. Bon, c'est compliqué de rester attentif quand une personne parle comme ça de façon frontale. Non, mais là, si on veut en savoir plus maintenant. on veut en savoir plus. Bonne illustration. Bon. Entendu. Alors je vous présente des résultats de recherche et une démarche de recherche autour d'un projet qu'on a construit dans le cadre d'un mini-consortium avec des collègues en Suisse et en Allemagne. On répondait à une commande du ministère de la Santé autour des innovations dans le système d'aide et de soins à domicile. Vous voyez ce que c'est, comment on vient aider une personne âgée chez elle à prendre sa toilette, à faire sa toilette, à prendre ses repas, etc. Et on nous demandait de travailler sur cette notion difficile à attraper de l'innovation. On ne savait pas trop comment se saisir. Nous, on avait très envie de travailler sur les systèmes d'aide et de soins à domicile, mais on n'avait pas très envie de travailler sur l'innovation, donc on a essayé de s'y confronter. Donc, on a proposé de procéder à une série d'opérations de recherche comme ça, qui est indiquée ici. La première, c'était d'essayer de caractériser les différents systèmes nationaux d'aide et de soins à domicile, et puis d'essayer de comprendre comment ces systèmes nationaux ils faisaient sens aussi par rapport à ce qu'on a appelé des discours prescripteurs, qui sont des discours qui sont très influents dans ce champ de l'aide et des soins à domicile, parce que c'est un champ dans lequel il y a beaucoup d'argent. Donc il y a un grand nombre d'organisations internationales comme l'OCDE, comme l'Union européenne, comme les Nations Unies, comme l'OMS, comme les associations d'assurance, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Les assureurs essayent de placer des assurances privées, donc les assureurs s'en mêlent, les juristes s'en mêlent. Donc il y a des tonnes de rapports internationaux qui circulent autour de cette question de l'aide et des soins à domicile, de comment on les finance, de comment on les met en œuvre et de qui s'occupe de ça. Et ces systèmes nationaux et les professions qui s'occupent concrètement des personnes âgées chez eux sont des gens qui sont soumis aussi bien sûr à tous ces discours qui sont produits par les assureurs, le CDE, et je ne le recite pas tous. Et puis ce qu'on a essayé de faire aussi dans cette recherche, c'est de sélectionner des cas locaux qui nous ont semblé comme des cas originaux, parce qu'ils étaient des cas qui nous semblaient dérogatoires, apporter quelque chose par rapport au cas national dont ils étaient issus. Et c'est ça qu'on a essayé de définir comme une forme d'innovation, hein, de s'intéresser à des cas dérogatoires par rapport au cas national. Et puis ce qu'on a essayé de faire aussi pour intégrer la variable diachronique dans cette affaire, c'est d'essayer de travailler sur la trajectoire locale des réformes, c'est-à-dire les innovations qu'on avait repérées, par exemple à Édimbourg et à Hambourg dont je vais vous parler. Qu'est-ce que ça avait été au fond le cheminement de ces projets de réforme, et quelle avait été la capacité de ces innovations, si on était d'accord pour les caractériser comme ça, pour se maintenir, le cas échéant, faire école, etc. Alors je ne vais pas rentrer trop dans la logique des cas, je vais surtout insister sur les caractéristiques de ces systèmes d'aide et de soins à domicile qui me semblent un peu saillantes, parce qu'elles sont un peu dérogatoires justement par rapport à ce qu'on sait d'habitude des systèmes de protection sociale des deux pays sur lesquels je vais dire deux mots maintenant, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Écosse, parce que bon, il y a tout un problème par rapport à savoir qu'est-ce que c'est l'échelle pertinente justement de l'Écosse, avec l'Écosse est en marche vers l'indépendance, donc bon, je vais y revenir tout de suite. Donc juste un mot pour le cas de l'Allemagne, ce qui est très important dans la façon dont l'Allemagne gère l'aide et les soins à domicile, c'est qu'ils ont décidé d'installer une logique de marché, alors que c'est un pays qui était plutôt, jusqu'à présent, dans la façon dont on déroule les politiques sociales, sur une logique de prestataires cartels, semi-publics, parapublics, acteurs corporatistes, là je les ai appelés. Dans le cas de l'Écosse, vous connaissez sans doute le système de protection sociale britannique, c'est-à-dire plutôt beveridgien, des prestations qui sont universalistes, c'est-à-dire accessibles à tout le monde, mais avec un niveau de prestation qui est considéré en général comme bas. Hein. Donc qui est un système de protection sociale plutôt minimaliste, si on envie de dire. Et là, il se trouve que précisément l'Écosse, dans sa marche vers l'indépendance, a décidé de dire et d'affirmer très fort qu'en Écosse, on faisait les choses vraiment très différemment et qu'on voulait installer un système d'aide et de soins à domicile qui gardait la dimension universaliste, mais qui pour le coup devenait un système très généreux. Et ils se sont orientés plutôt vers le modèle scandinave, qui est un modèle que vous connaissez aussi, qui est universaliste, mais dont vous savez, le niveau des prestations est beaucoup plus élevé. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est quand même de
différences qui sont importantes par rapport aux systèmes nationaux. Ensuite, ce qu'on a fait, donc, c'est de s'attaquer à ces discours prescripteurs sur les systèmes d'aide et de soins à domicile et quels sont les besoins des personnes et quelles sont les choses qui sont importantes aujourd'hui dans les débats, vers quoi on doit aller quand on doit prendre des décisions de réformer les systèmes d'aide et de soins à domicile dans les pays développés. Et là, on a arrêté 4 enjeux sur lesquels il me semble que le débat se structurait. Quand on a fait cette compilation de la littérature, encore une fois des rapports produits par l'OCDE, par la Banque mondiale, par l'OMS. Ce qui nous a beaucoup frappé surtout, c'est l'OCDE et puis les associations professionnelles d'infirmières, de professionnels de santé, etc. Et on voyait bien se dégager une opposition très claire entre une critique qu'on pourrait appeler une critique nouvelle gauche, c'est-à-dire qui était très centrée sur les droits des individus et sur les revendications des individus, en termes de diversité par exemple. C'est notamment un droit aujourd'hui qui est reconnu dans certains systèmes d'aide et de soins à domicile de recevoir des soins dans sa langue. Si par exemple on est turc, qu'on habite en Allemagne ou en Angleterre, on devrait avoir le droit de recevoir une prestation dans sa langue maternelle. Et on peut le décliner comme ça sur les différents enjeux que j'ai listés ici, donc très centré sur l'individu et ses spécificités. Et puis de l'autre côté, on a une critique ou un discours qui est un discours plutôt néolibéral, qui reprend alors des propositions qu'on connaît bien autour de la promotion de la gestion, de gouvernance de marché, de logique de marché de manière générale, autour de l'aide et des soins à domicile, c'est-à-dire qu'on va aussi vers une logique de l'individualisation, mais on fait de l'individu en gros un consommateur. Je crois que c'est ça vraiment qui caractérise, qu'on le prenne dans les différents aspects qu'on a listés ici, on retrouve cette idée au fond de construire une personne qui a des besoins en termes d'aide et de soins à domicile, mais qui sont des besoins de marché. Donc on est avant tout quelqu'un qui doit être en capacité d'acheter des prestations sur le marché de l'aide et de soins à domicile, alors que de l'autre côté, le critique que j'ai appelé la nouvelle gauche, on ne sait pas trop comment on va financer tout ça, mais l'idée en tout cas c'est qu'il faut reconnaître encore une fois la diversité des besoins et la spécificité des besoins des individus. Je le résume. Alors, à partir de cette grille d'analyse et de nos systèmes d'aide et de soins à domicile dans les deux, et vous voyez qu'on a déjà deux échelles qu'on a essayé de mettre en relation, donc l'échelle nationale et puis l'échelle internationale de ces deux débats. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur l'échelon local, parce que c'est précisément à l'échelon local qu'on voit apparaître aussi l'ensemble des influences, si vous voulez, qu'elles viennent au fond de ces débats internationaux qui vont, le cas échéant, influencer des réseaux professionnels actifs, le cas échéant dans une configuration locale, ou qui viennent au contraire, inspiration par des associations d'assurance. On voit ça beaucoup, notamment en Suisse, qui essayent de passer au fond des contrats avec des municipalités en leur incitant au fond à privatiser les services d'aide et de soins à domicile. Comme ça, finalement, les gens derrière prendront des assurances privées, ce qui sera évidemment un bon business pour ces associations d'assureurs. Donc on voit bien qu'en réalité, au niveau local, on a bien sûr le cadre national qui est très important. Il ne s'agit pas du tout de le nier, parce que l'essentiel des financements, un grand nombre d'instruments d'action publique sont mis en œuvre au niveau local. Mais on voit bien aujourd'hui que les réseaux internationaux, les discours internationaux dont je parlais juste avant, ils viennent s'adresser directement, ils ont des relais, ils ont des lobbyistes, ils ont des brokers qui viennent jusqu'au niveau des municipalités pour leur vendre des réformes politiques clés en main, mais qui ne sont évidemment pas neutres, ces réformes politiques. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le cas de Hambourg et Édimbourg, où à chaque fois, par rapport à l'enjeu de la participation, on a vu se déployer des instruments d'action publique qui pouvaient alors sembler très contrastés. Effectivement, à Hambourg, l'idée c'était de favoriser la participation des individus à la gouvernance de ces systèmes d'aide et de soins à domicile, c'est-à-dire de créer des espaces de débat, d'information, où les personnes dépendantes, les familles,
les professionnels, les associations pouvaient se retrouver pour essayer d'inventer un espace démocratique autour de qu'est-ce que c'est un bon soin à apporter à une personne dépendante, et puis comment localement on peut réussir à apporter ce soin. Donc on avait clairement, me semble-t-il, l'inscription d'un discours, l'inscription dans une pensée, dans un discours tout à fait nouvelle gauche, c'est-à-dire se centrer sur les besoins de la personne. Et puis de l'autre côté, on a un autre instrument d'action publique, tiens d'ailleurs là j'ai oublié de le faire figurer, mais ça c'est complètement idiot, mais à Hambourg, la réforme, elle s'appelle les Pflegekonferenzen, donc c'est les conférences du soin, donc c'est ces endroits de mise en commun, de délibération collective autour du soin. Et puis à Édimbourg, c'est la logique du re-ablement, donc l'idée de réhabiliter les personnes qui ont eu un accident, des personnes âgées qui sont tombées, qui ont eu une chute, qui ont eu un problème, de manière à, alors dans les discours qui étaient diffusés par la municipalité d'Édimbourg, l'idée c'était de remettre ces personnes sur pied dans l'idée de leur permettre de recouvrer leur autonomie, et de recouvrer leur citoyenneté. Donc c'était intéressant parce qu'on voyait bien que derrière cette mesure de réhabilitation qui peut sembler une mesure tout à fait technique en termes de santé publique, on avait en réalité derrière un discours de participation des individus aux arènes démocratiques et à la vie démocratique locale. Mais en même temps, quand on a fait l'étude de terrain, c'est moi qui ai fait l'étude de terrain à Édimbourg, je me suis rendu compte que la mesure de re-ablement, elle avait été prise en même temps que la décision de privatiser 90% des services d'aide et de soins à domicile de la municipalité. C'est-à-dire qu'Édimbourg et de manière générale l'Écosse, c'est une des régions du Royaume-Uni où il y avait encore une tradition très forte de social work, de système, enfin de département, on dit en français, de travail social très développé, avec une fonction publique de ce travail social, avec un milieu du travail social, et tout ça appartenait aux municipalités. Et en réalité, quand une coalition Lib Dem et du Scottish National Party a pris le pouvoir en 2007, leur problème numéro un, c'était de se débarrasser en réalité de ce social work municipal qui leur coûtait trop cher. Donc ils se sont d'une certaine façon servi du discours sur le re-ablement pour dire nous on veut consacrer simplement les services publics, les services municipaux à la tâche de re-ablement, de réhabilitation, mais tout le reste on va privatiser. Donc c'est intéressant, me semble-t-il, comment, quand on regarde localement après ce qui se passe et ce qu'il y a derrière les mots-clés de l'action publique et les affichages autour de la défense d'un instrument, on voit bien qu'on a des réalités qui peuvent être très, pour le moins contrastées, j'ai envie de dire. Bon, dans le cas de Hambourg, je vais aussi en dire un petit quelque chose, mais c'est moins frappant en tout cas. Bon, juste peut-être un dernier mot sur Hambourg et Édimbourg, c'est que quand on regarde comme ça aussi une réforme, même si c'est une réforme locale, il me semble que ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que cette réforme locale, qui est elle-même le produit de la combinaison d'une certaine façon entre des discours, des projets politiques qui sont construits à différentes échelles d'action publique, dans différents espaces sociaux, on voit bien que ces instruments, souvent, ils produisent des effets scalaires eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils introduisent souvent de nouvelles disparités entre les territoires. Bon, c'est moins frappant dans le cas de Hambourg, encore que les conférences du soin qui ont été introduites à Hambourg, elles l'étaient au niveau des Bezirk, c'est-à-dire des arrondissements, ce qui est une unité de vie d'à peu près 200 000 personnes dans le cadre du Land de Hambourg, et que forcément ça introduisait une vraie disparité en fonction de comment ces conférences du soin étaient pilotées. Alors qu'à Édimbourg, le fait d'avoir privatisé à 80% les services d'aide et de soins à domicile et les services de social work en général, ça venait créer des logiques de segmentation qui étaient très contrastées et très territorialisées d'une certaine façon. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, parce que c'est un des effets qui me semble vraiment important aussi d'une analyse un peu multiscalaire ou d'une analyse en contexte
de changement dans l'action publique. Bon, j'en arrive à la conclusion pour vraiment pas prolonger parce que sinon on n'aura plus du tout de temps de discussion. Donc je voudrais juste résumer un tout petit peu ce que j'ai essayé de vous dire. J'espère que c'était pas trop, que j'ai pas voulu trop comprimer, trop passer de choses en trop peu de temps, mais il y a quand même 4 points. Bon, je dis ici 4 rapports de la comparaison en contexte. Il me semble que, en tout cas, une des façons de dénouer, de s'affronter effectivement à cette multiplicité des contextes, des appartenances, des acteurs et des interdépendances entre les échelles d'action publique, ça peut être aussi de faire le choix qu'on a fait ici, c'est-à-dire de travailler à partir des cas locaux, parce qu'à partir de ces cas locaux, on voit l'action publique d'une certaine façon au concret, et on voit se dérouler les influences et les insertions des acteurs, les attachements des différents acteurs à différents types de sphères d'action publique. Par exemple, je ne l'ai pas dit dans le cas de Hambourg, mais c'est pourtant un élément très important. L'idée d'organiser une conférence du soin à Hambourg, c'est un instrument d'action publique très typique du répertoire des instruments d'action publique du SPD. Hambourg, même si c'est une région très riche, c'est une région de tradition SPD. Le SPD a été au pouvoir à Hambourg 80% du temps depuis le retour de la démocratie en Allemagne. Et donc ils se font des emprunts comme ça de land à land. Donc il y a cet élément qui est très important si on veut bien comprendre le cas de Hambourg, c'est cette appartenance à ce réseau d'action publique du SPD. En revanche, dans le cas de Édimbourg, c'est vraiment l'arrivée quand même, et là c'est vrai que je suis sur une logique d'appartenance partisane, effectivement, ça compte beaucoup dans l'action publique. L'arrivée de la coalition Lib-Dem, ça voulait dire faire venir aussi toute une série d'acteurs qui avaient organisé depuis l'Angleterre déjà, qui avaient une expertise très forte localement dans la privatisation des services publics, que ce soit des services sociaux ou des services publics, des services publics en général ou des services sociaux en particulier, et notamment dans le cadre de relations, ce que j'annonçais déjà un petit peu tout à l'heure, très claires et très fortes avec le milieu des assurances dans ces domaines. Voilà, donc deuxième avantage, me semble-t-il, de ce genre d'approche, c'est que ça permet de comparer les cas de façon très différenciée. Donc, je l'ai dit un petit peu, hein, on peut travailler sur l'autonomie des échelles, on peut travailler sur des enjeux thématiques spécifiques, comme ici la question des instruments, ou la question d'une façon encore plus fine, par exemple la question de la participation. On voit que la question de la participation était importante à Édimbourg et à Hambourg, mais pas du tout conçue de la même façon. Donc je trouve que ça peut apporter quelque chose aussi. Troisième point, c'est celui que j'ai annoncé dès le début, c'est-à-dire focaliser vraiment sur la logique d'encastrement d'un cas dans ces différents univers d'appartenance. Et puis aussi s'intéresser à la question de la dynamique, hein, c'est-à-dire essayer de voir au fond comment souvent les décisions qui sont prises dans un espace local sont aussi des décisions ou des évolutions qui viennent répondre à ce qui s'est passé à l'échelon régional ou à l'échelon national, ou au contraire en application d'une transformation ou d'une directive qui vient de l'échelon européen. Donc voilà, me semble-t-il, les points forts de ce type d'approche multiscalaire, alors qui essaye de s'affronter à la complexité. Il y en a bien d'autres, hein. Vous connaissez sans doute les travaux de Patrick Assenteufel autour des approches transnationales, qui sont aussi une autre façon de montrer comment il y a de l'hybridation, comment il y a de l'interpénétration entre des espaces politiques différents, qui soient transnationaux, qui soient européens vers national. Donc c'est bien évidemment une façon de faire les choses. Et puis il y a l'idée aussi qui est très forte et qui me semble très importante aujourd'hui, de travailler sur les enjeux de circulation, simplement circulation des concepts, des idées, des instruments, plutôt que souvent comme on le fait en analyse comparée de l'action publique autour du concept de diffusion, qui semble penser qu'au fond les différents espaces nationaux reçoivent simplement des mots-clés de l'action publique qui viennent de Bruxelles ou qui viennent de je ne sais où, de façon très passive, alors qu'en réalité, autour de la circulation, on voit bien, me semble-t-il, plutôt comment ces espaces sociaux se réapproprient et retransforment et remolinent
ces circulations, justement. Donc voilà, donc évidemment, ce schéma que je propose là, il n'a pas du tout pour prétention d'épuiser et tout, et il y a bien d'autres façons de travailler dans la comparaison en essayant de tenir compte de cette complexité et des débordements de l'action publique sur lesquels j'ai essayé de